Donc déjà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir introduire cette table ronde consacrée au plan de crise conjointe, organisée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, et leur 35e édition qui ont pour trait en mouvement pour notre santé mentale. Et donc je suis très heureuse pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve que les semaines d'information sur la santé mentale représentent des temps forts importants pour pouvoir parler de santé mentale auprès du grand public et de même mener des actions de prévention, de sensibilisation et de déstigmatisation, et ce soir en fait largement partie. Alors elles contribuent et ont joué un rôle important par une politique, on peut dire des petits pas, pour construire des projets en partenariat, pour parler de santé mentale avec l'ensemble de la population et faire évoluer les regards de la société. Alors effectivement, si depuis 35 ans les représentations ont beaucoup changé et que la crise sanitaire du Covid a contribué à accélérer la prise de conscience que chaque personne est concernée par la santé mentale, il reste encore néanmoins beaucoup de choses à faire et à se mettre tous en mouvement. Alors deuxièmement, je suis très heureuse d'être ici puisque la thématique en mouvement pour notre santé mentale, si dans sa première acceptation, elle concerne effectivement cette année de Jeux olympiques et paralympiques, la question de la santé mentale et de l'activité physique, elle traduit également toutes les initiatives et les dynamiques en faveur de la santé mentale et les actions menées. Alors globalement, plus particulièrement, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans le cadre de son nouveau projet d'établissement, puisqu'on vient de terminer notre nouveau projet médico-soignant, vise à intensifier le rétablissement des personnes, et notamment en mettant en œuvre le plan de crise conjoint. Alors effectivement, c'est des mots que vous entendez souvent, certainement, rétablissement, plan de crise conjoint. Qu'est-ce qu'on y met derrière ? Alors, il y a des spécialistes qui en parleront tout à l'heure, mais très probablement, moi, je dirais effectivement que le rétablissement, il permet à la personne de parvenir à l'utilisation de ses ressources personnelles et environnementales pour atteindre un état de bien-être et d'équilibre dans ses conditions de vie qu'elle aura elle-même choisies. Donc c'est quand même très intéressant en tant que centre hospitalier de pouvoir promouvoir cette valeur. Alors l'établissement, il s'est engagé dans une politique volontariste à partir de plusieurs expériences menées au sein d'une unité L'Escale, au sein d'un pôle, le G35, qui du coup a voulu mener des expérimentations sur ce sujet. Et très vite, l'idée a été de diffuser, de pouvoir essaimer cet outil au niveau de l'ensemble du centre hospitalier et de pouvoir du coup organiser à la fois des formations accompagnées par l'organisme Odyssée et de pouvoir du coup mettre en place cet outil et que, in fine, chaque usager puisse bénéficier d'un plan de crise conjoint. Alors moi, je trouve que le PCC, c'est un très beau projet parce qu'il est encore peu connu du grand public, mais il permet à l'usager d'être acteur de sa prise en charge. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème quand on dit ça, mais pour le coup, c'est vraiment de s'appuyer sur ses compétences en lui permettant d'exprimer à l'avance ses volontés et de pouvoir anticiper ses volontés en cas de crise. Donc on voit bien que c'est un changement de paradigme en permettant un processus de décision partagé entre le patient et le professionnel. Donc au-delà des concepts, je trouve que c'est un outil très concret et pratique pour l'amélioration des prises en charge en se fondant vraiment sur les personnes et les volontés des personnes. Donc cette table ronde, elle a vraiment pour objectif d'illustrer ce mouvement en faveur du rétablissement en partageant des retours d'expérience et en échangeant dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale pour diffuser le plan de crise conjoint. Donc elle sera suivie demain par un forum qui aura lieu sur le site du centre hospitalier et qui permettra d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et de poursuivre en fait des échanges autour de comment on peut permettre aux usagers de participer et de mieux participer dans leur prise en charge. Donc je ne vais pas être plus longue puisque vous ne venez pas pour entendre des discours, mais je tenais quand même à remercier particulièrement le docteur Henriette et Madame Kenza Müller qui sont ici présents pour leur investissement à la fois en faveur du projet et pour leur initiative pour le soumettre et le partager à l'ensemble de l'établissement, et aussi pour l'organisation de ce forum, puisque ça a été un travail qui est mené depuis plusieurs mois et qui a nécessité un vrai investissement de leur part. Donc un grand merci à eux. Je remercie aussi l'ensemble des usagers, des professionnels qui vont témoigner ce soir et qui vont partager avec nous leur expérience. Remercie aussi l'organisme Odyssée pour son accompagnement structuré depuis plusieurs mois, tous les membres du COPIL, du plan de crise conjoint, et puis Madame Curté qui malheureusement était souffrante ce soir, mais qui était la cheville ouvrière de la communication et de l'organisation opérationnelle. Alors je vous souhaite vraiment une très belle soirée, et puis je nous souhaite un beau partage. Merci beaucoup. Merci. On est très très heureux d'être là. Moi je m'appelle Samuel Bouloudnine, je suis psychiatre au départ. Je travaille avec Odyssée, qui est un organisme de formation et de conseil. On accompagne le centre hospitalier Saint-Cyr-au-Mont-d'Or sur l'implémentation des directives anticipées.
du plan de crise conjoint, je vous expliquerai la différence. Et on a un accompagnement effectivement qui a commencé depuis un certain temps. Et aujourd'hui, grâce en tout cas à la direction et à l'équipe en fait, qui est en charge de cette implémentation-là, on avait décidé d'animer une soirée pour essayer de partager en tout cas et engager un maximum de monde dans cette démarche-là. Donc je suis très content que vous soyez là. Merci à Saint-Cyr pour cette invitation. Je vais vous proposer un peu une présentation pour déjà donner quelques explications sur ce que sont les directives anticipées psychiatriques et le plan de crise conjoint. Et je vais essayer en même temps de répondre un peu aux questions qu'il y avait là dans ce petit quiz. Et l'idée, c'est qu'avant qu'il y ait les témoignages, vous sachiez un peu aussi de quoi on parle quand on parle de ces outils-là. Parce qu'il y a plein de noms différents qui existent et on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Donc, quand on parle de plan de crise conjoint, en fait, on parle d'une forme de directive anticipée psychiatrique et c'est un outil qui se base sur, on va dire, une philosophie. Là, on en a parlé, la philosophie du rétablissement. Et on parle d'empowerment, donc c'est un mot qu'on n'aime pas toujours parce que c'est un peu anglophone, on se dit c'est compliqué, etc. Mais c'est tout simplement la reprise du pouvoir. C'est le fait de pouvoir se dire que on prend les décisions qui nous correspondent pour soi-même. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important et on est nombreux à avoir envie de ça, de pouvoir prendre des décisions pour nous-mêmes. Voilà. Le rétablissement, quand on parle de rétablissement, c'est vraiment ce qu'on disait aussi tout à l'heure, l'objectif qu'on peut avoir d'aller vers une vie qui nous correspond, qui correspond à nos préférences, en utilisant nos propres ressources aussi. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir s'appuyer sur nos ressources personnelles et environnementales pour avoir un état de bien-être, mais qui sera de son objectif propre. Voilà. Jusque-là, ça va. Je pense que tout ça, vous connaissiez tous à peu près. OK. Donc, la suite. Donc là, ça commence déjà à se compliquer un petit peu parce qu'on entend parler de déclarations anticipées en psychiatrie, de mesures anticipées en psychiatrie et de directives anticipées en psychiatrie. Donc, on entend souvent parler des trois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les trois, c'est la même chose. Donc, vous pouvez entendre parler de ces trois termes et en fait, ça définit les mêmes outils. Il y a un collectif aujourd'hui national qui existe avec, on va le voir, des personnes qui travaillent sur le plan de crise conjoint, sur le kit Mon GPS, sur les directives anticipées psychiatriques. Et on est en train de discuter tous ensemble avec aussi des associations d'usagers, à comment est-ce que tout ça, ça va se mettre en place sur le territoire français. Parce que pour l'instant, ce n'est pas vraiment encore, on va dire, encadré, ni au niveau légal, ni même sur les termes, sur comment est-ce que ça s'appelle. Donc c'est pour ça que parfois, il peut y avoir un petit peu de confusion. Mais si on vous parle de directives anticipées psychiatriques, de déclarations anticipées en psychiatrie ou de mesures anticipées en psychiatrie, globalement, on vous parle de la même chose. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir exprimer à l'avance ses volontés concernant sa prise en charge future, si jamais il y a une décompensation et qu'on ne peut pas donner son consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement, moi aujourd'hui, en tant qu'Yvonne Kennom, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, si jamais un jour je dois être hospitalisée. Il y a peut-être certains traitements que je serais OK de prendre, il y a certains traitements que je ne veux pas. En France, les traitements qu'on prend, que ce soit des traitements pour un rhume ou pour un cancer ou pour toute autre chose, on est censé avoir le droit de décider si on veut les prendre ou pas. Donc quand on est en mesure de donner son consentement, on peut avoir ce choix-là. Et l'idée, c'est de se dire, si un jour je suis vraiment pas bien, que je suis en crise, que je ne sais pas où j'en suis, que j'ai du mal à percevoir la réalité, à être ici, ce sera peut-être compliqué pour moi de dire vraiment ce que je souhaite, ce que je veux comme traitement, ce que je ne veux pas, mes préférences, etc. Et à ce moment-là, si je l'ai écrit avant, quand j'étais bien, les équipes de soins ou mes proches, ils pourront se baser dessus pour faire les choses comme je les souhaite. Donc on avait fait une journée sur les directives anticipées psychiatriques au ministère de la Santé l'année dernière. Et c'est vrai que le ministre était venu et il avait bien dit que ce qui les intéressait en fait dans ce document, c'est vraiment le fait que les personnes elles puissent donner leur consentement, en psychiatrie aussi, sur les soins qu'elles peuvent avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qu'on a en France quand même, qu'il y a beaucoup de contraintes
en psychiatrie et l'idée c'est que les personnes aient plus, on va dire, la voix au chapitre pour les soins qui les concernent. Donc il y a différents modèles, comme je vous disais, et pour se dire que c'est une directive anticipée psychiatrique, il faut qu'il y ait 3 choses. Donc ces 3 choses, c'est les préférences de traitement, ce que je veux pas comme traitement, les informations personnelles et pratiques, donc par exemple, si jamais je suis hospitalisée, qui est-ce qui s'occupe de mes enfants, qui est-ce qui s'occupe de mon courrier, voilà, donc ça c'est vraiment les informations personnelles et pratiques. Et puis la désignation d'une personne de confiance, c'est-à-dire si jamais je ne peux plus m'exprimer, est-ce qu'il y a une personne dans mon entourage à qui je fais suffisamment confiance pour qu'elle porte ma parole quand je ne serai pas en capacité de dire comment je vois les choses. Et c'est les directives anticipées psychiatriques, donc aujourd'hui on les retrouve en France, ça commence, mais c'est beaucoup plus diffusé déjà aux États-Unis, on les retrouve en Suisse, en Inde, au Canada, donc ça commence à bien se diffuser, on va dire, partout dans le monde. Donc, c'est pas très lisible, je vois cette diapo, mais c'est pour vous dire, il y a 3 outils principaux qu'on va trouver en France et dans la région. Donc, il y en a un qui est très connu parce qu'il a été porté par une étude qui s'est passée à Lyon aussi, notamment au Vinatier, à Marseille, et puis aussi à Paris, c'est les DAIP. Donc, c'est les directives anticipées incitatives en psychiatrie. Donc, c'est une étude qui a été portée par Aurélie Tinland et c'est un modèle de directive anticipée psychiatrique où l'accompagnement à la rédaction, il est fait par des pairs aidants. Et c'est la particularité des DAIP et c'est un modèle qui a montré une grosse efficacité pour éviter les hospitalisations sous contrainte. Donc, on sait quand même qu'accompagner la rédaction de ce type de document par un pair aidant, c'est extrêmement efficace. Donc voilà, d'abord les DAIP qu'on peut retrouver. Après, il y a le kit Mon GPS. Donc le kit Mon GPS, c'est une directive anticipée psychiatrique, mais qui est sous la forme d'un livret. Et ce qui est intéressant avec ce livret, c'est qu'il est très simple, très visuel, avec des couleurs, des schémas, etc. Et des notices explicatives, ce qui fait que les gens ils peuvent même le remplir eux-mêmes ou avec juste un proche, parce que c'est assez simple à remplir, c'est très clair. Ça a été créé par donc, le Psycom, l'UNAFAM, dont l'association nationale des proches et des aidants, et puis des associations d'usagers. Voilà. Il existe aussi donc, un 3e modèle qui est utilisé par Saint-Cyr, donc c'est le plan de crise conjoint. Donc c'est un modèle de directive anticipée psychiatrique où on est accompagné par un professionnel, soit de santé, soit un travailleur social, où on est accompagné dans la rédaction. On peut aussi être accompagné par un pair aidant. L'intérêt, c'est que c'est vrai que c'est important, c'est bien de pouvoir être accompagné par un pair aidant, mais malheureusement, des pairs aidants, il n'y en a pas encore énormément sur le territoire. Et c'est important aussi que cet outil-là, il se diffuse, que les personnes, elles puissent dire ce qu'elles souhaitent. C'est pour ça que l'idée du plan de crise conjoint, c'est d'impliquer tout le monde, en fait, vraiment dans l'utilisation de cet outil. Et on va dire que les professionnels qui vont accompagner, l'idée c'est qu'ils aient une formation particulière, justement à l'empowerment, au rétablissement, pour qu'ils soient vraiment à l'écoute de ce que les personnes concernées, elles souhaitent. Donc le cadre légal, la question est-ce que si moi je mets que par exemple je ne veux pas de Loxapac dans mon plan de crise, est-ce que le médecin c'est interdit qu'il me donne du Loxapac? Non. C'est un souhait dont je fais part, mais c'est vrai qu'à la fin, la décision, ça reste une décision médicale. Mais j'ai plus de chances qu'on respecte ce que je veux si jamais je le dis, que si jamais on n'en sait rien et que je ne le dis pas. Donc il y a quand même un intérêt à pouvoir le rédiger, à pouvoir mettre ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, que ce soit transmis à l'hôpital. Et puis surtout, en fait, l'idée, ce qui est intéressant dans la démarche de Saint-Cyr, c'est que comme c'est des professionnels qui vont vous aider, qui vont aider à la rédaction, du coup, ils vont soutenir aussi le fait que ce qu'il y a dans le document soit respecté. Après, bien sûr que si on est en danger, par exemple, parfois on est obligé de faire des choses que la personne elle avait dit qu'elle ne voulait pas forcément. Mais ce qui est intéressant dans le plan de crise, c'est qu'il y a des alternatives. Donc si je dis que moi je ne veux pas de Loxapac, par exemple, mais qu'il y a un autre traitement avec lequel je suis d'accord et qui marche pour m'apaiser, l'idée c'est qu'ils utilisent plutôt l'autre traitement que j'ai dit.
ou une autre technique s'il y a quelque chose. Parfois, il y a des bains, parfois, il y a des choses aussi qui peuvent apaiser les gens. Et d'essayer de voir vraiment ce qui correspond aux personnes pour qu'elles aillent bien. Donc voilà, le plan de crise conjoint, ça ressemble à ça, avec vraiment, on va dire, c'est en deux parties. Une première partie qui est vraiment, on va dire, de la prévention et qui va aider les personnes à se connaître elles-mêmes. Donc, par exemple, moi, je pourrais mettre, si j'ai des difficultés, que peut-être que mes difficultés, c'est qu'à certains moments, je peux être déprimée, je peux être débordée, etc. Comment est-ce que je suis quand je suis dans cet état-là? Comment est-ce que mes proches ils peuvent voir quand je suis dans cet état-là? Et puis, après, qu'est-ce que je peux faire déjà moi, sans faire appel forcément à l'hôpital ou aux soignants? Déjà moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Donc moi, par exemple, je peux dire, je peux me mettre en arrêt, je peux essayer de moins travailler, etc. Et puis après, si ça ne suffit pas, à qui est-ce que je peux demander de l'aide dans mon entourage personnel ou professionnel? Et si jamais ça ne suffit pas et que vraiment il y a besoin de mettre en place des soins, quels sont les soins que je souhaite recevoir? Et puis je vais graduer, peut-être je vais dire d'abord je vais voir mon médecin généraliste, et puis sinon j'appelle un collègue psychiatre peut-être pour qu'il fasse quelque chose. Sinon après si ça ne suffit pas, peut-être qu'il faut une hospitalisation. Si c'est une hospitalisation, est-ce que je préfère une clinique? Est-ce que je préfère un hôpital? Voilà, donc c'est comme ça que je vais pouvoir décliner un petit peu tous les choix les choses que je souhaite avoir, et puis dans quel sens, on va dire du moins pire au plus compliqué. Et puis, vraiment, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, tout ce que je souhaite éviter, s'il y a des choses vraiment que j'ai essayées et que je ne veux pas, que je ne veux plus expérimenter, là, je vais pouvoir le mettre. Et puis, les alternatives, et puis on finit par, dans cette situation, si par exemple je devais être hospitalisée, j'ai un chat, j'ai des enfants, qu'est-ce qui s'occupe de mon chat? Qu'est-ce qui s'occupe de mes enfants? Qui est-ce qui récupère mon courrier, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir anticiper les choses et de pouvoir les prévoir avec les personnes concernées. Voilà globalement si je devais vous faire une présentation de ces outils. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je me dis que déjà dans les témoignages qu'il va y avoir, il y a probablement des questions qui viennent auxquelles les témoignages vont répondre. Et puis à la fin, après les témoignages, on pourra se laisser du temps pour échanger s'il y a encore des questions aussi. Voilà. Merci. Alors oui, un petit retour sur le quiz. Alors, les directives anticipées en psychiatrie concernent uniquement la fin de vie des patients. Alors bravo. Pour la majorité, vous avez mis faux. Et c'est bien parce que même quand je donne des formations à des professionnels, il y en a beaucoup qui pensent qu'on va venir parler des directives anticipées de fin de vie et comment est-ce qu'on les met en place en psychiatrie, alors qu'il s'agit bien de choses qui concernent la psychiatrie. Après, plan de prévention et plan de crise conjoint correspondent au même document. Non, le plan de prévention, c'est quelque chose qu'on fait vraiment durant l'hospitalisation, en début d'hospitalisation, pour se dire qu'est-ce qui peut améliorer, qu'est-ce qui peut m'énerver globalement et qu'est-ce qui peut me faire du bien. Ça, c'est le plan de prévention. Le plan de crise conjoint, c'est vraiment surtout qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas comme soin. Voilà. Donc, le plan de crise conjoint est une déclaration anticipée pour la psychiatrie, c'est vrai, comme je vous disais, déclaration anticipée, directive anticipée, mesure anticipée, c'est la même chose. Et le plan de crise conjoint doit être signé par un psychiatre. Bravo, effectivement, c'est faux. Ce qui est important, c'est que c'est le document de la personne, en fait. Ce n'est pas le document de l'hôpital, ce n'est pas le document du psychiatre, ce n'est pas le document de l'infirmière. Donc, ce qui est important, c'est surtout que dedans, il y ait des choses qui correspondent à la personne qui l'a rédigé, à la personne dont il y a le nom dessus. Après, c'est mieux si le psychiatre y participe, qu'on échange avec lui, etc., que l'infirmière, elle puisse signer. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, c'était toutes les questions. La dernière. Ah oui, si les directives anticipées psychiatriques sont adaptées, les soignants sont légalement obligés de les suivre. Donc, c'est ce que je disais, les soignants ne sont pas obligés de les suivre. Mais en tout cas pas partout, mais dans un établissement comme Saint-Cyr, où il y a quand même un travail global qui est fait auprès des professionnels,
Si quelqu'un arrive avec un plan de crise conjoint, l'idée c'est quand même de le lire et de pouvoir voir ce qui est possible de suivre. Parfois, les personnes vont juste mettre une musique qui leur fait du bien dedans, etc. Et ça va pouvoir être respecté. Je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut piocher dans un plan de crise conjoint et qui peuvent être respectées. On s'était dit qu'on allait un peu vous expliquer comment on s'était rencontrés, parce que c'était assez significatif du coup. Et puis du coup, ce qui nous a amené à travailler ce premier plan de crise conjoint. Pour nous deux, du coup, puisque moi aussi, c'était la première fois que j'accompagnais à la rédaction. Donc avec... Vous voulez vous présenter peut-être? Bonjour. Du coup, moi, je suis suivi en CMP depuis 2016. J'ai eu la rencontre avec Kenza s'est faite suite au départ de ma psychiatre. Et donc on a fait un gros travail de psychoéducation. Mon objectif c'était de mettre des mots sur des mots. Et donc sur l'hospitalisation, le plan de crise conjoint est entré dans ce cadre. Donc on était aux prémices du plan de crise conjoint. C'était la première fois pour moi et pour Kenza aussi. Et donc, on a travaillé ce plan de crise conjoint sur une douzaine de séances, donc un travail assez long. Sur la formalité, on répondait aux questions. Et moi, je travaillais un petit peu aussi de mon côté avec ma maman, parce que je n'avais pas forcément tous les détails de ce qui s'était passé. Et il y avait un gros travail de refaire un petit peu l'hospitalisation pour que les zones d'ombre s'éclaircissent. Et dans ce cadre-là, on est revenu sur tout le parcours en hospitalisation. Et il y a eu finalement beaucoup de choses. Mon hospitalisation, moi, elle était très subie finalement. Il n'y avait pas de... Je me sentais pas du tout écouté. Et puis c'était vraiment... Je l'ai subi complètement. Et du coup, j'ai eu des difficultés à la fois pendant l'hospitalisation et même après. Ce que j'ai pas aimé durant l'hospitalisation, c'est que il y a eu beaucoup de choses sous la contrainte, notamment les contorsions. Je parle pas de gymnastique. Manger avec une main quand on en a deux, avec une main dans le dos, en tout cas avec des contorsions, même pour des choses très basiques, finalement être accroché à moitié au lit. Pour des choses comme aller aux toilettes qui ne sont pas possibles quand on est en chambre d'isolement. Il y a la fameuse canette qui est au mur, mais avec les contorsions, forcément, aux pieds, aux jambes, on ne peut pas se lever, donc on se fait souvent dessus. Il y a eu aussi beaucoup de choses au niveau des déplacements, j'ai eu beaucoup de restrictions. C'était vraiment le corps médical qui décidait tout quand je pouvais sortir, donc c'était en cours interne. C'était le corps médical qui décidait quand s'il m'accordait, entre guillemets, il n'y avait pas vraiment de demande, dans le sens où, comme je me sentais pas écouté, à un moment donné, j'ai fini par subir aussi l'hospitalisation. Le plan de crise conjoint, on va dire que ça m'a permis à la fois de refaire le parcours et de préparer éventuellement s'il y avait à venir une autre chute. Et donc de pouvoir dire ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas, que ça soit à la fois sur la partie des soins ou sur des choses plus classiques, on va dire, du quotidien. C'est dans ce cadre-là que donc je viens témoigner. Pour refaire un petit peu mon parcours, depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu la chance de obtenir un BTS. Aujourd'hui, je suis responsable administratif dans une TPE, une très petite entreprise. Et ça se passe plutôt bien, donc je suis content. Peut-être si je peux rebondir du coup, et puis peut-être ajouter des petites choses, mais c'est vrai que avec on s'est rencontrés, alors en effet, quand votre psychiatre était parti,
Et puis du coup, bah, on n'avait pas d'autres psychiatres, donc on vous avait orienté vers votre médecin traitant. Mais du coup, vous êtes revenu au CMP en nous disant non, en fait, je crois que j'ai plutôt besoin du CMP. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ce qui a été quand même assez prégnant, moi, quand je vous ai rencontrés, c'est qu'il y avait un gros traumatisme autour des hospitalisations. Et puis, en même temps, quand on a fait un peu le point tous les deux, il y avait eu peu d'explications autour de votre pathologie. Et puis, peu d'explications sur les dispositifs de soins qui existaient aussi. Et du coup, voilà comment on s'est dit qu'on allait travailler le plan de crise conjoint. C'est un peu venu s'imposer à nous comme ça. Ouais. Je confirme ce que Kenza a dit. Alors moi, j'ai été suivi par une psychiatre, mais j'avais pas eu en tout cas en 2018, j'avais pas encore eu de suivi infirmier. Et donc, on va dire, les séances en CMP consistaient à quelques questions, on va dire, de routine, demander comment ça va, si tout va bien dans la vie, hein, et à un renouvellement d'ordonnance. Et avec Kenza, le travail ça a été un gros travail de revenir dessus sur ce qui s'était passé pour mieux préparer l'avenir. Et donc, hormis le côté ordonnance, le renouvellement d'ordonnance qui maintenant, de toute façon, est fait par la médecin psychiatre, on a travaillé beaucoup de choses donc pour préparer une potentielle autre hospitalisation. Et moi, ça m'a permis d'être acteur et de savoir qu'il y avait des choses qui existaient et en tout cas de moins subir s'il y avait une autre hospitalisation et de préparer au mieux cette hospitalisation. Et puis si je peux rajouter encore, désolée, je suis bavarde, mais du coup ce qui a été super intéressant aussi pour le plan de crise conjointe, enfin votre mère du coup et votre personne de confiance, et on a pu travailler ça aussi, alors vous de votre côté au début avec votre mère, mais aussi à la fin on a pu présenter du coup à votre mère le plan de crise conjoint ensemble, puis ainsi qu'au psychiatre. Et du coup ça a été assez riche parce que ça permet de lever un peu des tabous des fois, des choses dont on n'ose pas trop parler, mais aussi ça a permis qu'on puisse faire connaissance, puis de donner une place aussi à votre maman qui s'investit beaucoup auprès de vous. Donc voilà. On continue. Je pense qu'elle s'entend. Vous aviez rien d'autre à ajouter? Merci. Bon. Alors, du coup, on continue avec Najim, du coup, que j'ai accompagné aussi. Bonsoir à tous. On a fait ensemble. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis suivi en psychiatrie. Et là, je suis là pour le plan de crise conjoint. Parce que je trouve que c'est une façon plus humaine d'aborder la psychiatrie et ça donne de l'importance à ce qu'on pense nous aussi en tant que patient. Et si ça peut aider à anticiper les choses et à moins être contraint et enfin montrer comment avancer sans être toujours en conflit, quoi. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis suivi et avant d'être à Saint-Cyr, en fait, j'étais dans un autre hôpital. Et c'est vrai que j'étais toujours en conflit avec mon traitement, le psychiatre, tout ça. Et le fait d'avoir un plan de crise conjoint aussi, ça peut permettre d'avoir une approche plus humaine des choses et de mieux comprendre sa maladie et d'exprimer comment on peut éviter certains conflits, quoi. Oui, et puis nous, ça nous permet aussi, en tant que soignants, de se rendre compte encore plus des ressources des personnes qu'on accompagne. Ça a été le cas avec vous, Najim. Alors, autant avec... On a pris le temps sur 12 entretiens, c'est très long. C'est même trop long, mais bon, en tout cas, on avait... Tous les deux, on expérimentait, donc voilà. Autant avec Najim, ça a été très vite. Enfin, je crois qu'en 2 entretiens, c'était fini, mais parce que vous connaissez très bien, pour le coup, et vous... Alors, comme vous dites, ça fait 20 ans que du coup, vous... Voilà, je connais un peu mieux ma maladie. Ouais,
Mais du coup, ça a été... Et puis, on s'est rendu compte... Par contre, du coup, ça nous a permis aussi de travailler sur la personne de confiance. Oui. Parce que ça, c'est un gros point un peu noir. Ouais, des fois, on prend souvent les parents comme première personne de confiance. Mais moi, j'ai choisi mon frère parce que je pense que c'est plus adapté. Et à la base, quand moi, j'étais mis sous contrainte par mon père, bah, je lui en voulais beaucoup. Et le fait, là, de pouvoir choisir mon frère, eh ben, je me dis enfin, avec le temps, en fait, j'en veux plus à mon père, mais je me dis que de pouvoir choisir quelqu'un de confiance, au moins on l'a choisi et c'est pas quelqu'un sur qui on pourra remettre la faute ou se dire que c'est parce que monsieur a décidé que j'allais en psychiatrie que j'irai en psychiatrie. Voilà, quoi. Merci. Eh ben, on va vous passer la parole. Donc, Loris et puis Estelle, du coup, qui est Donc, bonsoir. infirmière. Oui, bonsoir. Moi, je suis Estelle, infirmière donc, au CMP d'Albigny et au CATTP de la Duchère et de Champagne-au-Mont-d'Or. Je travaille donc 3 jours à Albigny où j'ai rencontré donc, Loris en tant que patient. On a mis un moment à se rencontrer d'ailleurs, hein, Loris, oui. Loris et moi. Et on a travaillé ensemble. Alors nous, on a été bien plus... On en a parlé pendant 2 séances et on l'a fait en 1 séance. On a été très, très clair, très concis. C'est surtout vous, hein, puisque vous avez bien travaillé là-dessus. Et je vous laisse un tout petit peu dire, du coup, vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Loris, j'ai 29 ans. Je suis schizo-affectif. Alors, ça fait 12 ans que je suis suivi en psychiatrie au CMP. Désolé, je suis un peu stressé. Alors moi, ce PCC m'a permis par rapport à mes symptômes, de vraiment de pouvoir écrire tout ça. En fait, c'est tout bête, mais de me rendre compte ce que je pouvais faire, que tout n'était pas perdu, parce que moi, à chaque fois que j'avais des rechutes, et je ne savais pas où je devais me diriger ou ce que je devais faire. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi de voir tous les symptômes que j'avais. Pendant 6 ans, j'ai eu des TOC. Ça a été très, très compliqué. Je ne pouvais rien toucher sans me laver les mains. Et je suis aussi quelqu'un de très sensible au traitement. Et donc, j'ai pris énormément de traitements. J'ai mis des années à trouver les bons traitements. Maintenant, je les ai trouvés. Je suis très heureux. Et vraiment, ce PCC aussi m'a permis aussi d'avoir aussi une autre relation aussi avec mon médecin traitant aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'ai plus de psychiatre à l'heure actuelle. Et du coup, mon médecin traitant, à une époque, ne voulait pas me faire d'ordonnance par rapport à mes traitements. Elle me disait, vous voyez tout ça avec vos psychiatres, mais quand j'avais pas de psychiatre, c'était très compliqué. Donc heureusement, elle n'est pas là ce soir, mais je lui rends hommage quand même à Jennifer, qui s'est occupée de moi pendant plus de 3-4 ans, qui travaillait au CMP de Champagne. Qui est à Champagne maintenant, voilà, tout à fait. Maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis avec Estelle, ça se passe très bien. Et voilà, elle m'accompagne sur mes projets. Et voilà, et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tous en sortir. Et voilà, faut combattre, mais l'espoir, mais il faut garder espoir. Et après on peut être très fier de soi. Enfin, vraiment. Donc je vous conseille de toujours vous battre, et même si ça peut être très 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 difficile, même si vous connaissez le désespoir, parce que moi j'ai enchaîné les hôpitaux, les cliniques, je suis allé beaucoup de fois à Saint-Cyr depuis 2012, alors bon, voilà, je suis un habitué, mais voilà, je suis aussi allé en clinique, à Jean-Vert aussi qui m'a énormément aidé, mais Saint-Cyr aussi m'a beaucoup aidé, et aussi une chose, ce PCC aussi permet par rapport, moi aussi j'ai été aussi un peu forcé comme les 2 autres témoignages, aussi par rapport au traitement, des fois je voulais pas prendre certains traitements, mais on m'y obligeait, donc je disais rien. Puis moi je suis plutôt quelqu'un d'assez calme et d'assez discret, donc voilà. Après voilà, ça s'est toujours par exemple très bien passé avec les soignants, un peu moins avec les psychiatres des fois, mais aussi je tenais à rendre hommage à leur travail. Alors, je voulais rajouter du coup aussi, donc avec Loris, hein, c'est vrai qu'on se connaît que depuis 1 an parce que il a fallu qu'il sorte de chez lui pour venir me voir en entretien. Et depuis qu'on se voit toutes les semaines. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'était essentiel pour Loris parce qu'il avait plein de choses à me dire.
Il arrivait les premières fois avec ses troubles, avec ses TOC, pardon, il touchait rien. Voilà, c'était tout dans le dans le contrôle, hein, avec le RIS, tout très très compliqué. Et je lui parle une fois du PCC, il me regarde un petit peu de travers. Je lui reparle une deuxième fois du PCC, et la troisième fois, je fais bon, allez, on y va. Et je lui pose le papier, le crayon. Et là, il prend le crayon, en fait, et il commence à écrire. Et en fait, il se retrouve à écrire, et il me dit oh, j'ai pas écrit depuis très longtemps. Donc ça, déjà, je trouve que ça faisait déjà partie aussi de son rétablissement. Le rétablissement, pareil, on en a beaucoup parlé ensemble. Je crois que je l'ai bien bassiné avec ça, d'ailleurs. Ah oui, j'ai enfin compris. Et j'ai trouvé que voilà, faire un PCC avec des patients, que ce soit Loris ou d'autres patients, ça permet aussi de mettre un mot sur les symptômes, d'identifier ces symptômes, parce que des fois, ils ont l'impression qu'ils ont des symptômes, mais il y a des petites choses et ils peuvent être comme positifs comme négatifs. Donc c'est important aussi pour eux de s'en rendre compte. Et puis surtout les partenaires et la famille en priorité, où des fois, effectivement, comme vous dites, hein, on l'oublie pas spécialement, mais on pense d'abord à son père, à sa mère, mais effectivement, il y a d'autres personnes qui sont des personnes ressources. Et en parler avec eux aussi, c'est important, parce que du coup, ça remet peut-être du lien avec les familles. Et de voir que quand nous, on est fermé, le CMP, qui on voit, qui on appelle, ça aussi, c'était aussi important dans le PCC, parce que des fois, les patients, c'est j'appelle mon infirmier, mon infirmière, mais on n'est pas là tout le temps, on n'est pas là chaque minute et chaque seconde de leur temps. Et c'était identifier les autres partenaires qui pouvaient solliciter, et ça, c'est important également dans le PCC. En tout cas, ça permet de revoir plein de choses. Et des fois, ils se disent « Ah bah oui, effectivement », je ne parle pas que pour le RIS, mais pour les autres patients aussi, « Ah bah oui, effectivement, ça, j'avais pas pensé, ça, je savais, mais j'y ai pas pensé, j'avais oublié ». Donc ça permet aussi, effectivement, de revoir un petit peu tout de A à Z de la prise en charge. Et effectivement, on parle de PCC, mais aussi je pense que c'est un bon plan de prévention également à la rechute. Et il n'y a pas forcément rechute, il y a peut-être des alternatives, et je pense que le PCC, il est là pour ça également. Voilà, merci. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces témoignages. Moi je suis personnellement témoigneuse, mais professionnelle comme on me l'a déjà dit, mais en tout cas c'est très gentil à vous d'avoir témoigné, parce que c'est pas facile, parler dans un micro et tout ça. Je vais faire circuler un micro si jamais vous avez des questions. Moi je voulais juste savoir si avant que les infirmiers vous l'avez présenté, est-ce que vous en aviez connaissance, ou c'était tout nouveau pour les trois? Moi, oui. Je crois que c'est pareil pour nous trois, ouais, c'était nouveau pour nous. Moi aussi, pareil, c'était une découverte. Est-ce qu'il y a eu une appréhension, enfin, quelque chose de vous? Est-ce que vous l'avez commencé seul, ou est-ce que vous avez eu besoin de... Enfin, est-ce que la feuille vous a été remise et que vous l'avez remplie tout seul dans un premier temps, ou est-ce que ça a été plus facilitant que la personne vous accompagne pour commencer à l'écrire et éventuellement après, voilà, pour savoir... Dans mon cas, je ne l'ai pas commencé seul parce que je n'avais pas forcément tous les éléments, et je pense que personnellement ça m'aurait démotivé de juste remplir un papier avec des questions-réponses. Et donc dans mon cas, j'ai préféré, en tout cas c'est Kenza qui me l'a présenté, et j'ai préféré débuter ensemble. Moi, il me semble que j'ai commencé tout seul et qu'après, on a vu ça avec mon infirmière. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas compliqué à remplir. Et du coup, je pense que ça peut se faire tout seul avec l'aval d'un infirmier après pour peaufiner et compléter ce qui manquait, quoi. Moi, je l'ai fait avec Estelle, du coup. Et du coup, après, par contre, j'ai donné une copie à ma mère et à mon médecin traitant. Et du coup, après, moi, je suis quelqu'un qui me disperse beaucoup quand je parle ou que j'écris. Donc, du coup, Estelle
là pour canaliser. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. S'il y a d'autres questions dans la salle, là. Ah, ça y est, il y a une personne qui a commencé à poser une question. Maintenant, ça s'emballe. C'est très bien. Merci d'avoir ouvert le bal. Bonsoir. C'est une question éventuellement à tous, hein, ouvert à tout le monde. C'est est-ce qu'il y aurait une pertinence à proposer ce PCC, je pense à un de mes patients, il y a 20 ans, les premières crises. Est-ce que ça aurait aidé par la suite? Bah, c'est vrai que d'avoir fait un PCC, ça aide aussi à mettre des mots sur nos symptômes. Et peut-être que si il y a 20 ans, on m'avait proposé un PCC, bah, j'aurais peut-être mieux accepté aussi mes soins. Et j'aurais mieux connu ma maladie, j'aurais peut-être mieux accepté mon traitement. Et donc je pense que ouais, ça peut être très bénéfique pour avant une première hospitalisation. Et pour les autres, bah, ça peut peut-être leur éviter une deuxième, voire une troisième, etc. hospitalisation. Moi, je pense que ça aurait pu m'aider parce que bon, la première fois que je me suis hospitalisé, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais c'était en février 2013 à Saint-Cyr, donc ça date de très longtemps. Et je trouve qu'en 10 ans, on a fait beaucoup de progrès sur ça, mais je pense vraiment que ça aurait pu m'aider parce que moi, ça a été vraiment très compliqué la première fois. Tout m'a été imposé et c'est très compliqué la première fois qu'on se fait hospitaliser, je pense, pour nous tous. Voilà. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, dans le plan de crise conjointe, ça permet aux soignants d'avoir quand même notion de ce qui peut marcher pour la personne, parce qu'on est tous différents et qu'un soin peut être efficace pour quelqu'un et pas pour un autre. Et du coup, enfin, je pense que quelle que soit l'étape dans le parcours de soins, même si on en est au tout début, ça peut être intéressant, même pour les soignants, de savoir ce qui peut être efficace aussi selon les personnes. Bonsoir. Du coup, moi, je vais rejoindre la question précédente. Moi, je suis éducatrice avec des enfants en situation de handicap et des ados. Et je me questionnais aussi sur le fait de pouvoir commencer à leur présenter ce plan dès l'adolescence à l'apparition des premières crises. La pertinence que vous en voyez. Alors, on a un pôle de pédopsychiatrie aussi sur Saint-Cyr. Alors, je ne sais pas si Marjolaine, le docteur Delers est là, enfin, elle est chef de pôle, mais du coup, il existe des outils, notamment le GPS ado, qui est un outil spécialisé pour les ados. Mais je te laisse peut-être poursuivre, Marjolaine. En tout cas, je pense qu'il y a une pertinence. Il y a des outils un peu plus spécifiques qui peuvent être utilisés et qui sont en plus interactifs, quoi, qui plaisent à nos adolescents qui sont tous quand même sur leur smartphone. Voilà. Mais au-delà de ça, je crois que c'est très précieux ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en amont d'être de nombreuses fois hospitalisé, on peut déjà travailler qu'est-ce que je souhaite, comment j'aimerais, pourquoi j'ai ces symptômes, qui sont des questions à l'adolescence qui les traversent de façon très importante. Et je crois que c'est un bel outil. Il va falloir qu'on le développe aussi sur l'adolescence. Alors, probablement pas tous les adolescents qu'on a dans les CMP, hein, nous, mais on voit déjà, on commence à le travailler et on voit déjà des effets pour certains ados. Donc oui, je serais plutôt... Et je serais intéressée qu'on croise après, justement, les pratiques dans différents lieux et institutions. Moi, je pense que c'est pertinent. Dans mon cas, le suivi CMP a commencé assez tôt, à la sortie de l'adolescence à 18 ans. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que quand quelqu'un est en adolescence ou au début de l'âge adulte, il est encore un petit peu, on va dire, en train de se former. Et donc, quand on a un diagnostic qui tombe avec un nom parfois qui évoque pas grand-chose, ou en tout cas pas forcément comme le corps médical nous parle des fois dans un jargon que tout le monde ne comprend pas, le plan de crise conjointe peut venir décrire, enfin, j'allais dire décrypter un peu ce langage. Et donc, moi je pense que c'est important
au cas par cas de le proposer en tout cas, et que s'il y a une volonté de la personne de le travailler, de l'élaborer, bah, il faut y aller. Je vais répondre à une question qu'on est venu me poser discrètement. La question c'était, est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait une crise avant de rédiger un plan de crise? Ben voilà, je vois que tout le monde dit non, et effectivement j'ai répondu que non. On a tous des moments, ça dépend aussi de ce qu'on appelle faire crise. Il n'y a pas besoin d'être hospitalisé pour faire un plan de crise conjoint. Je pense qu'on a tous des moments où on a été moins bien dans sa vie et on sait comment on est quand on est moins bien, si on dort moins bien, si on perd l'appétit, si on s'isole ou si on s'agite. Et ça, c'est des choses qu'on peut déjà mettre dans son plan de crise et qui peuvent justement permettre que quand ça arrive la prochaine fois, ça n'aille pas forcément plus loin. Donc à la question, est-ce qu'il y a besoin d'avoir été hospitalisé ou d'avoir fait une grosse crise pour faire son plan de crise? Je dirais non. Si la personne elle a envie de le faire, eh ben, qu'elle y aille. Je pense que tout le monde devrait faire son plan de crise. Moi, j'ai fait le mien. Juste, je voulais ajouter, ça reste le plan de crise conjoint, ça reste de la prévention. C'est un petit peu une préparation. C'est comme un athlète, quand il veut faire un sprint, si c'est pas entraîné, bah, ça va être compliqué d'avoir des résultats. Et il faut le voir un petit peu comme une préparation, soit si on n'a pas été hospitalisé, éviter une hospitalisation sous contrainte ou des choses qu'on n'aimerait pas, soit quand on a déjà été hospitalisé, le voir comme un moyen de préparer une autre éventuelle hospitalisation, mais dans des conditions différentes. Non, par rapport à l'adolescence, moi j'ai commencé mes hospitalisations à 16 ans. Et à 16 ans, on ne se connaît pas, on devient adolescent, donc c'est encore plus perturbant. Et en plus, on nous rajoute un trouble psy. Et je pense que c'est hyper intéressant, mais même j'ai envie de dire pour tous les ados, hein, d'apprendre à se connaître, parce que finalement, le plan de crise conjoint, c'est aussi apprendre à se connaître dans les changements. Et je pense que ça peut être très, très bénéfique. En tout cas, moi, je suis très impressionnée parce que vous êtes super bien débrouillés, vraiment tous. Ouais. Monsieur. Je tiens à le souligner pour combler le vide. Oui, j'entends depuis tout à l'heure qu'il y a eu des hospitalisations et sur l'adolescence et sur comment ça va se passer si un adolescent est hospitalisé. Moi, personnellement, j'ai eu mon hospitalisation à mes 13 ans. J'ai jamais compris pourquoi j'ai eu cette hospitalisation. Donc je ne sais pas si ça peut aider, à vrai dire, le plan de crise conjoint, si on ne sait pas du tout ce qui se passe en fait autour de nous. Parce que ceux qui prennent les décisions ne savent pas ce qui se passe eux-mêmes, à vrai dire. Si nous-mêmes on ne sait pas et qu'eux ne savent pas, comment le plan de crise conjoint ne peut nous aider en fait. Bah, quand c'est ta première hospitalisation, ouais, ta première hospitalisation, en fait, t'as pas accepté, enfin, tu connaissais pas ta maladie, tout ça? Non, je savais rien du tout. On m'a juste dit que j'ai eu un seul entretien avec un psychiatre et on m'a juste dit que ça y est, j'irai en hospitalisation. Ouais, bah en fait, le plan de crise conjoint, ça permettrait je pense, hein, d'exprimer ce que tu veux et ce que tu veux pas pendant ton hospitalisation. Et si tu as été suivi avant d'avoir ta crise, eh ben, tu connais aussi le traitement que tu prends, ce que t'aimes pas comme produit. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, si moi, j'avais 13 ans, je savais pas du tout ce que j'avais une maladie, je savais même pas en fait quel médicament j'allais prendre quand je serai en hospitalisation. Ouais, pareil. Comment je peux faire un plan de crise conjoint dans ces conditions si moi-même j'ignore, à vrai dire, ce qui va se passer en fait autour de moi. Alors, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de choisir le bon moment pour le faire. C'est-à-dire qu'à 13 ans, effectivement, je pense que vous n'aviez pas du tout de recul sur votre maladie, sur les symptômes, parce que c'était tout nouveau. Je pense que c'était la première fois que ça arrivait. Là, aujourd'hui, vous avez un recul sur votre maladie.
Je pense que vous vous connaissez mieux. D'ailleurs, vous nous en avez beaucoup parlé pendant votre séjour en ce moment à l'Escale. Et je pense que si vous le faisiez maintenant, votre plan de crise conjoint, vous auriez beaucoup de choses à dire sur ce que vous avez vécu et du coup sur ce que vous voulez, si jamais vous êtes amené à être réhospitalisé, ce que vous voulez comme soin et ce que vous ne voulez pas. Et c'est à ça qui sert le plan de crise conjoint, parce que du coup, si vous posez ça sur le papier, le jour où vous êtes éventuellement réhospitalisé, le papier, les soignants, ils l'auront, et du coup, ils sauront vos préférences, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que vous me dites, c'est que ce sera la prévention, mais en retard, en fait. Il ne faut pas le voir comme une prévention en retard. Il n'y a pas forcément de bon moment pour le faire. Moi, quand j'ai commencé le plan de crise conjoint, j'avais beaucoup de zones d'ombre aussi. L'hospitalisation, je l'ai subie. Elle a été demandée par un parent. Donc, sur le moment même, c'est compliqué Ok, on nous pose un diagnostic, un nom, une maladie, on nous donne des traitements. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément... On ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'incompréhension. Et même aujourd'hui, ça fait 6 ans déjà, il y a beaucoup de choses quand même qui restent et qui sont compliquées à expliquer. Mais moi, je vois le plan de crise conjoint comme un élément en plus pour donner... en fait, c'est des prérogatives, c'est pour donner ce que nous, on souhaiterait. Par exemple, si toi, à tes 13 ans, tu as été hospitalisé et tu as un peu subi l'hospitalisation et que tu ne comprenais pas forcément ce qui se passait, peut-être que le plan de crise conjointe, dans ton cas, peut t'aider à mieux comprendre, peut-être pas tout, mais certains éléments. Et si tu as certains éléments, déjà, tu peux peut-être mieux accepter ton traitement, comprendre, ok, j'ai été hospitalisé, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire ensuite pour éviter de être hospitalisé. Si je suis re-hospitalisé, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je n'aimerais pas. Voilà, c'est un peu, j'allais dire, c'est de la théorie, mais finalement, c'est un gros travail théorique qui est, quand tu es en rechute ou en hospitalisation, c'est une préparation. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pour les adultes ou les adolescents, tout ça? C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de... Et comment vous allez présenter ça à un adolescent? Ce qui est expliqué, c'est que les adolescents ont aussi un formulaire un peu spécifique et qui est adapté aux adolescents. Et après, il n'y a aucune obligation à le remplir, ni pour les adolescents, ni pour les adultes. C'est juste un outil supplémentaire pour essayer de mieux vivre les potentielles futures crises, les potentiels futurs moments de moins bien, c'est tout. On parle que des personnes hospitalisées ou des personnes souffrantes. Voilà. Mais on ne parle pas des soignants. Et quand même, dans le plan de crise conjoint, enfin, je veux dire, il y a le mot conjoint. Et le travail qui est fait pour la personne, qui fait, pour moi, hein, je vois ça un peu d'extérieur, qui fait le plan de crise conjoint, la personne hospitalisée ou pas, ou voilà, pris en charge, et pour le soignant. Et le soignant aussi, ça le fait avancer. C'est-à-dire qu'il entend quelque chose au cours d'un travail qui ne se passe pas ailleurs. C'est un temps de rencontre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on pose des questions aux personnes qui témoignent. Et moi, je me dis, du côté du soignant, ça a été facile. Des fois, on entend des choses qui sont quand même... qui secouent, quoi. Et c'est le cadre de ce travail-là qui nous fait avancer tous les deux, enfin, tous ensemble. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, quoi. Il n'y a pas... Je pense que ça nous engage aussi, nous, en tant que soignants, dans cette posture qu'on a d'être sachant, d'être un peu... Voilà. Et là, ça nous décale. Voilà. Moi, si je peux juste revenir 2 secondes sur la question du monsieur, je dirais que le plan de crise conjoint, là, c'est comme un testament, en fait. Quand on fait un testament, on le fait avant de mourir, mais c'est pour après notre mort. Et là, en fait... Quand tu fais un plan de crise conjoint, ben en fait, c'est pour toi. Quand tu seras hospitalisé et que tu n'auras plus ton mot à dire, et ben, au moins, tu auras noté sur papier les choses qui te tiennent à cœur et
Et maintenant que tu connais ta maladie, bah, tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, quoi. En tant que soignante, ça nous apprend aussi certaines choses sur des patients qu'on n'a pas spécialement en tête, parce qu'on ne les connaît pas en hospitalisation. Par exemple, pour ma part, moi je travaille en extra-hospitalier, donc ce qu'il a vécu lui en intra, je ne le sais pas. Donc on apprend aussi certaines choses. Et comme tu disais, moi quand je travaille avec un patient, c'est on va faire ça, c'est pas vous allez faire ça, c'est on va. Et effectivement, c'est conjointement. On travaille ensemble à son rétablissement, mais moi aussi un petit peu, puisqu'on n'est pas là pour rien, entre guillemets en psychiatrie, on le dit souvent. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe, dans tous les sens du terme, en équipe pluridisciplinaire, mais aussi en équipe soignant-soigné, patient-soignant, plein de choses. Voilà, je vous remercie. Je voulais peut-être préciser une dernière chose avant qu'on passe au groupe suivant, c'est que je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite tout à l'heure sur la personne qui expliquait avoir été hospitalisée à 13 ans. C'est vrai que le plan de crise conjoint, là où il a raison, c'est que ça ne sert à rien si l'établissement ou si on n'est pas dans une équipe qui est quand même dans une démarche de rétablissement et quand on a parlé d'empowerment, etc. Parce qu'effectivement, il a raison. Si pour son hospitalisation, il n'y a pas la démarche de donner des explications, parce que l'information, c'est le premier élément nécessaire pour avoir du pouvoir. Si les personnes ne sont pas informées, ou que c'est compliqué pour elles, et c'est vrai que parfois on n'est pas toujours en capacité d'entendre, mais il faut répéter autant de fois que nécessaire, qu'il y ait une compréhension finalement de ce qui s'est passé. Donc c'est pas toute la responsabilité du patient de rédiger son plan de crise pour s'assurer que ça se passe bien. Il y a aussi, bien sûr, la responsabilité des professionnels et de l'institution d'être dans cette démarche-là, d'être à l'écoute, d'expliquer les choses, etc. Le plan de crise conjoint, c'est un outil, ça suffira jamais tout seul à faire qu'on respecte mieux les droits des personnes. Et moi, je ne suis même pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Yvonne. C'est-à-dire que quand j'ai entendu vos témoignages, j'ai été hyper touché à la fois par vos témoignages, mais aussi justement par la posture des soignants. Et justement, comment vous avez pu montrer comment vous vous êtes adapté. Vous ne l'avez pas fait de la même manière, comment chaque relation est singulière. Et je trouve que le nom n'est pas terrible, moi, plan de prévention, tout ça, parce que pour moi, je ne pense pas que ce soit la prévention, en fait. Si on voit ce qui se passe là, et je pense que c'est authentiquement un soin, ça vous a appris. Alors, les psychiatres, ils en ont pris un peu pour leur grade, parce que peut-être que tu te rends compte, effectivement. Je suis désolé pour eux, tant pis. Mais on se rend compte que c'est de la relation et que c'est la relation qui soigne. Et moi, je fais cette hypothèse-là, que ce n'était pas juste de la prévention et que je pense que ça vous a fait du bien et que c'est authentiquement un soin. Donc oui, on peut le faire, effectivement, mais ce que j'ai entendu, moi, et ce qui a transparu, en tout cas dans votre discours, je trouvais que c'était effectivement que ça soigne vraiment et que ce n'est pas juste de la prévention, que ça vous met en relation avec eux. Donc je vous remercie pour ça. Et c'est ce que tu disais un petit peu quand on adapte, en tout cas, la relation. Je n'en dis pas plus. On vous applaudit encore et on passe à la suite. Nous, on a eu l'occasion de se connaître sur un temps assez bref, il y a un bout de temps, parce que je remplaçais dans la structure, dans le CMP où Thomas était suivi. Et donc, je viens de suivre la formation que Saint-Cyr met en place, et donc je fais partie des référents plan de crise conjoint sur l'hôpital. Et ça m'est venu naturellement. Alors, Thomas est suivi par le psychiatre avec lequel je travaille sur le CMP. Donc, je suis infirmière au CMP du Bois-d'Oing. Et en fait, naturellement, on a pensé à Thomas parce que Thomas, c'est quelqu'un d'assez incroyable qui, malgré tout ce qu'il a traversé, a pu très vite s'intéresser à qu'est-ce qu'on vient me dire de ce que je traverse, comment on appelle ça, qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui se passe, être tout de suite dans la recherche de compréhension et de sens. Et donc, dans le cadre de ce forum organisé, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de revoir ça ensemble. Donc, en fait, le plan de crise conjoint, ensemble, on l'a fait la semaine dernière. Voilà, ça a été l'occasion. Et pour partager là-dessus, pour un petit peu témoigner, Thomas, on s'était vu en entretien médical, on s'était vu en entretien familial avec vos parents. On échange beaucoup dans les équipes. Donc, votre infirmière qui vous suivait à l'époque, on parlait beaucoup des gens qu'on accompagne. Et en fait, on n'en apprend jamais autant que quand on se rencontre. Et l'outil, en fait, oui, ça reste un outil, en effet, mais c'est vraiment un moment où on s'autorise à se poser. Peut-être que le fait d'avoir le papier, d'avoir quelque chose d'un peu... on sait pourquoi on est là.
j'ai senti que ça facilitait vraiment l'échange et on va très vite en fait dans le cœur des souffrances et des problèmes et de façon plutôt sans souffrance, de façon assez tranquille. Et voilà, du coup, c'était une expérience très enrichissante. Je sais pas si je vais peut-être vous laisser la parole, je vais arrêter de parler. Bonjour à tous. Déjà, ça va être dur de passer après vous tous. Vous avez eu des super témoignages. En effet, c'est déjà un outil d'échange. Ça a été très convivial. On a ri, ce qui est quand même assez fou de rire de ce genre de choses. On touche à des moments difficiles de vie, on parle de traumatisme, mais ça s'est fait tout à fait naturellement par le biais de ces questions, par le biais de la bienveillance que ça amène. En fait, tout découle de là, c'est que de la bienveillance, c'est-à-dire que ce formulaire-là, il m'a permis aussi, moi, d'exprimer certaines choses de mon côté auprès des personnes de confiance. On a parlé des soignants, on a parlé de nos problèmes par rapport aux hospitalisations ou au traumatisme, mais les personnes qui nous entourent ne sont pas pleinement informées de nos troubles, ne comprennent pas ce qui se passe. Et de pouvoir utiliser cet outil. Voilà, moi, je vous raconte mon anecdote. Hein, je l'ai utilisé lors d'un barbecue avec 4 de mes proches. C'était convivial, ça m'a permis de leur expliquer ce qu'était mon trouble, ce qui se passait, ce que je ne voulais pas, ce que j'avais enduré aussi. Parce que quand on touche à l'intime avec les personnes proches, c'est parfois un peu compliqué d'exprimer les choses pleinement. Et voilà, tout simplement, c'était que de la bienveillance, cet outil. Toute l'échelle, en fait. J'ai rien d'autre à dire que ça, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va écouter Noël et Laurette. Noël, je vous t'en... Donc, moi, je suis infirmière en intra-hospitalier et monsieur Noël Gérard est actuellement hospitalisé, mais en phase de stabilisation. Et on a saisi le moment où il était le plus prêt pour faire le plan de crise conjoint, justement en prévention d'une éventuelle prochaine crise. Et c'est tout frais, ça date d'il y a 2 jours qu'on l'a fait. Mais on a fait l'étape précédente quand même, qui est la remise du document, du questionnaire à préparer. Donc le patient peut le préparer en amont ou prendre connaissance et commencer à réfléchir. Et puis ensuite, on s'est retrouvés pour mettre tout ça en mots. Donc je laisse témoigner de son vécu. Je vous remercie. Merci à tous. Pardon. Alors, j'ai essayé de traduire ce que nous avons préparé. Mais j'ai écouté, bien sûr, les participants. Et ce qui me vient parler, c'est plutôt de parler chronologiquement sur ma vie, même à mon âge, mais d'une manière anti-chronologique. Et donc, je vais vous surprendre, je vais vous parler de la mort. Non pas d'une mort, mais de 2 morts. Alors, j'ai perdu mon papa, j'avais 9 ans et demi. Mon papa est décédé à 42 ans et je me suis élevé, disons, tout seul, relativement bien, sans problème de santé, au contraire, une santé éclatante. Et puis je me suis élevé dans la société, donc tout allait parfaitement bien, c'était rayonnant, plein d'optimisme, plein de santé, jamais malade. Et puis est arrivé un accroc dans ma vie familiale. Il y a eu des problèmes de famille, il y a eu plus que des difficultés sentimentales, et ma femme un jour est partie avec notre fille, et pour aller voir son papa, peu importe. Et donc, déjà le couple n'est plus depuis de nombreuses années, pardon, et j'ai décidé de me suicider. Alors j'ai pris des médicaments, tout, bref. Et puis je suis parti à l'hôpital du Vinatier. Et là, j'ai été magnifiquement bien reçu par monsieur le docteur psychiatre du Vinatier, docteur
docteur Luno cherche à revenir après, c'est pas important. Et donc, il ne m'a jamais parlé de maladie. Il ne m'a jamais parlé de maladies bipolaires, tripolaires, quadripolaires, sexopolaires. Non, il n'est plus de polaire, là. Eh bien non, par contre, il m'expliquait ce qui m'était arrivé. Eh bien, à l'âge de 9 ans et demi, quand le papa est décédé, ça m'a fissuré le nerf sympathique et le nerf parasympathique, ainsi que la colonne vertébrale, l'ossature. Donc, j'ai été fissuré, mais comme j'étais très jeune et que je voyais autre chose que la mort à ce moment-là, je voyais pas l'avenir, mais je voyais, avec ma maman qui restait là, de pouvoir m'élever avec mes camarades et tout. Et puis donc, je me suis élevé dans la société. Et puis donc, je reviens maintenant dans la chronologie des choses. Donc, ma femme est partie. Alors là, c'était la débandade complète, la dérive complète, tout ce que vous voulez. Et donc, je reviens maintenant au CCCP, qu'on m'a enseigné il y a maintenant 48 heures. Et donc, si vous voulez, je peux dire maintenant que tout ce recul et le nombre d'années, pour moi, ce n'est pas vraiment la dépression, c'est une très horrible fracture sentimentale. Et donc, pour moi, je l'ai dit, c'est pire qu'une fracture du cœur, c'est devenu du non-amour. Donc j'en suis devenu à me poser non plus une question, mais plus que moi, quand je dis comme ça, je vais en finir. Et donc j'ai décidé à l'hôpital de me faire hospitaliser, parce que je ne voulais plus de suivi, je ne voulais plus de soins, etc. Et donc j'ai été réveillé par monsieur le docteur Klein. Plus monsieur le docteur Abel-Bessi, et plus tout le personnel que j'appelle notre équipe. Parce que sans équipe, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Alors, c'est pourquoi pour moi le PCC est vrai. Et au contraire, je suis pour, j'applaudis même. Parce que c'est grâce au PCC qu'on fait évoluer la situation, ou les situations sociales et familiales. Voilà comment je vois les choses avec vous. Voilà, si vous voulez, maintenant, pour revenir dans la chronologie des choses, comme vous voyez, je souris de nouveau, alors que je ne souriais plus, et que je suis de nouveau. J'ai franchi même un nouveau palier, je vis une nouvelle vie que je n'ai jamais eue. Donc, je suis heureux. Donc, je vous remercie. Et je vous remercie surtout de votre attention, de m'avoir écouté, et de pouvoir vous transmettre, justement, ce que personne ne pouvait pas imaginer non plus, puisque moi-même, je n'avais jamais imaginé parler de moi. Merci beaucoup. Merci. La question, c'était de se dire que quand est-ce qu'on peut, est-ce que, je ne sais pas, vous l'avez expérimenté, de reprendre le plan de crise, parce que ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, qu'on peut reprendre 6 mois après, 1 an après. Voilà, alors il y en a, c'est des... Alors, vous venez tous les deux de le faire, c'est ça? Mais, très bien, on va écouter l'anecdote. Je vais facilement en parler parce qu'il est là. Mon père adore les tableaux Excel. C'est une grande passion, ça a besoin d'être tout bien rangé. Voilà. Et il s'est fait un malin plaisir de le faire en tableau Excel. Ça a un avantage dans les crises, dans l'évolution des crises que je pouvais avoir ou potentiellement peut-être un jour susceptible d'avoir. Ça permet aux gens de voir le thermomètre en fait et de pouvoir analyser ça. Donc chose qui sur une feuille décrit comme ça est pas forcément évident. Sur le tableau, ça rend plus évident ces choses-là et je pense que ça peut être aussi utile pour certaines personnes, en tout cas, à déceler et de voir un petit peu graduellement où est-ce qu'on en est. Voilà. Juste pour compléter, en fait, Thomas, vous aviez déjà fait un plan de crise conjoint avec vos parents, en fait, avant que je vous rencontre. C'est-à-dire que l'outil n'était pas inconnu pour vous.
Et vous aviez même un petit souvenir du GPS, donc je pense que vous avez dû le croiser quelque part. Vous vous rappelez le GPS? Vous m'avez dit oui. Mais voilà, mais il y a un petit souvenir, donc je pense que vous avez dû le croiser avec Sophie, mais bon. Voilà. Et donc en fait, c'était vraiment une réactualisation, ce qu'on a fait ensemble. On l'a fait en 2 fois, en 2 entretiens. Bah oui, on papote, on fait beaucoup ça dans les soins en psychiatrie quand même, on papote beaucoup. Mais voilà, donc c'était une réactualisation. Et alors je sais pas vous, parce que le premier, on n'en a pas fait de premier ensemble, mais peut-être vous pouvez nous dire. En fait, mes parents l'ont connu par l'association Bref au Vinatier. Et ils l'ont amené à la maison en disant que ce serait intéressant de pouvoir le faire. Et on l'a fait conjointement avec eux. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a permis d'expliquer certaines choses plus en détail. Mon souhait, par exemple, de ne plus être pris en HP en cas de crise grave. J'arrivais pas à en parler avant, de pourquoi, le traumatisme. À ce moment-là, on n'a pu plus en parler et voilà, ça a été plus facile de mettre des mots là-dessus et de pouvoir détailler tout ça. Quand elle m'en a reparlé, oui. Oui. Bah, c'est quasiment la même, ce qui était plus facile déjà pour répondre. On a un peu plus détaillé, voilà, mais c'était sensiblement les mêmes questions, la même trame. Mais mes réponses, elles ont évolué parce que j'avais pris beaucoup plus connaissance de ma maladie en ce laps de temps aussi. Et voilà, c'était plus facile aussi d'avoir les idées claires parce que j'étais encore en état de choc. J'étais en état de choc pendant très longtemps. Et d'avoir du recul sur ces choses-là, c'est aussi plus facile de les mettre sur papier avec un peu plus de temps. Donc, ce qui rejoint aussi les problèmes de l'adolescence, c'est-à-dire le problème du recul par rapport à certains troubles. Il est parfois essentiel pour bien les analyser, pour bien les comprendre et pouvoir pleinement les expliquer à ses proches et au personnel soignant. Voilà, c'est des choses, je pense qu'il est nécessaire aussi d'avoir. Et l'adolescence ne doit pas être si évidente que ça pour la psychiatrie. Voilà. Alors moi, du coup, je répondais juste à la question d'Yvonne. On l'a écrit, je crois, Loris, au mois de mai, je crois, avec tous les symptômes qu'il avait, etc. Et entre-temps, voilà, il a un symptôme qui est complètement disparu, qui fait qu'aujourd'hui... il revit, il est revenu dans la vie, à la vie, je ne sais pas comment dire. Et on l'a relu la semaine dernière en prévision d'aujourd'hui, en se disant « Waouh, il faut qu'on le relise ». Et en fait, on l'a relu et on s'est rendu compte que, mis à part ce symptôme, le plan de crise, il reste quand même identique. Parce que le plan de crise, il est là surtout pour après. Qu'est-ce qu'on fait, qui je vois, qu'est-ce que je fais, effectivement. Et en fait, on ne l'a pas changé tant que ça, on n'a même rien réécrit dessus, on l'a juste relu et on ne l'a pas réévalué du coup. On a fait juste sur les symptômes, parce que j'ai plus de TOC à l'heure actuelle. Et donc, du coup, voilà, sinon, on n'a rien changé et voilà, c'est tout. Oui. Peut-être juste pour préciser sur la réévaluation, parfois c'est après une nouvelle hospitalisation que ça peut être intéressant de le reprendre pour voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et puis parfois, moi, les gens, ils m'appellent pour le reprendre parce qu'ils se sont séparés, justement, ils ont changé de conjoint, pour changer les numéros de téléphone, etc. Donc parfois, la reprise, elle est aussi dans ce cadre-là. Dans mon cas, on a déjà commencé à... J'allais dire mettre à jour, mais c'est plutôt les éléments. Là, il y a une grande partie du plan de crise conjoint qui reste pareil. Après, je pense que c'est important d'au moins le relire de temps en temps pour qu'on soit bien en phase avec ce qui est écrit. Et comme le temps y passe, nous, on peut être amené à évoluer, à modifier même nous-mêmes. Et ensuite, le plan de crise conjoint doit être, entre guillemets, c'est une mise à jour. Ou en tout cas, il doit être en phase, les éléments qu'on met dessus doivent être en phase avec ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on aimerait et ce qu'on n'aimerait pas. Et si on laisse passer trop de temps, le risque, c'est que le plan de crise conjoint ne soit plus forcément actuel, qu'il y ait des choses moins adaptées à la situation d'aujourd'hui que quand on l'a fait
il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois, peu importe la durée. Oui, pour compléter, c'est vrai que quand on présente un plan de crise conjoint, on propose le fait que ce soit évolutif, qu'on pourra revenir dessus. Il est même nécessaire, surtout quand on vient de le faire, c'est nécessaire de revenir dessus un peu plus à froid pour affiner, pour préciser, pour compléter, sachant que la première rédaction, c'est une fondation et ensuite on construit là-dessus, on modifie, voilà, on précise les choses. Et ce qui fait qu'il est toujours, qu'il soit toujours actualisé, qu'il soit toujours au goût du jour pour le besoin qu'il s'en fera ressentir au moment donné. Oui, moi, je me pose la question de la propriété de ce plan de crise conjoint. Qui en est responsable? Comment il circule? Puisque j'ai entendu que les soignants avaient accès à ce plan de crise. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, je vais peut-être prendre la parole à ce sujet-là. Du coup, l'intérêt du plan de crise conjoint, c'est quand même qu'il soit partagé, puisqu'en effet, on n'intervient pas tous, enfin, c'est pas toujours les mêmes soignants qui interviennent en fonction de l'état de santé. Du coup, nous, sur Saint-Cyr, on demande quand même l'autorisation aux personnes de le mettre dans leur dossier médical et de le partager. Ça fait partie aussi, d'ailleurs, de la fin de la rédaction, de savoir à qui on le transmet. Donc, il y a des personnes qui veulent le transmettre à leur entourage, aux médecins traitants ou à l'équipe sociale qui peut accompagner aussi. Voilà. Après, il y a quand même un gros travail qui va devoir être fait au niveau national pour qu'on puisse, en effet, par exemple, quand les personnes passent aux urgences, alors que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à le mettre en œuvre, les équipes des urgences n'ont pas forcément accès au dossier médical de l'hôpital. Donc, je crois c'est des choses qui sont en réflexion. Yvonne va sûrement pouvoir répondre, préciser un peu là-dessus. La précision que je vais apporter, elle est claire, c'est que la propriété, elle est à la personne concernée. C'est le patient qui est propriétaire de son document. Donc c'est lui qui décide. Moi, j'ai des personnes qui l'ont rédigé, qui ont refusé de le partager parce qu'elles n'étaient pas suffisamment en confiance avec les professionnels ou avec leurs proches. Et parfois, c'est une étape de déjà le rédiger pour soi, de s'en servir pour se mettre les idées au clair, etc. Et puis après, il a fallu un peu de temps pour que les personnes acceptent ou souhaitent le partager. Mais en tout cas, c'est le document de la personne. Dedans, il y a des informations personnelles, de son histoire, etc. Donc, si c'est partagé aux professionnels, nous, ce qu'on aime faire, c'est même que ce soit de l'initiative de la personne. Donc, nous, sur le document, il y a une case qu'on fait cocher à la personne. Est-ce qu'elle souhaite que ce soit mis dans son dossier médical? Et ensuite, en fait, on lui transmet soit par mail, ou soit elle en a des copies, et c'est elle-même qui va décider à qui elle va le partager. Si elle a besoin d'aide pour le partager à un professionnel, par exemple, on peut la soutenir là-dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment la personne qui va le faire. L'autre chose par rapport aux urgences que je vais compléter, c'est vrai que sur le collectif national, c'est une vraie question qu'on se pose parce qu'on nous fait beaucoup remonter cette problématique de comment est-ce que les urgences peuvent être informées ou le SAMU, etc., si ce n'est pas des services qui font partie du centre hospitalier. Donc il y a certaines personnes qui le mettent dans leur... voilà. Alors, ce n'est pas le dossier médical partagé, c'est mon espace santé, voilà, mon espace santé de la CPAM. Et donc, il y a des personnes qui le mettent dedans, comme ça, elles l'ont sur elles peuvent le transmettre. Il y a aussi une application qui existe, qui s'appelle Asperger 21, qui permet en fait aux personnes de pouvoir avoir leur plan de crise sur elles dans leur téléphone de façon sécurisée. Donc il y a quand même des choses qui se mettent en place. Après, le meilleur moyen de pouvoir le partager, c'est de le transmettre à sa personne de confiance aussi, pour qu'elle puisse, si jamais nous, on n'est pas en capacité, si on est à l'hôpital, de pouvoir le partager, que la personne de confiance, elle puisse le faire. Voilà. Mais là, le propriétaire,
c'est la personne qui l'a rédigé. En un mot, quand on vous dit plan de crise conjoint, qu'est-ce que cela vous évoque? C'est ça, effectivement. Plus les mots sont gros, plus ça veut dire que des personnes ont choisi ces mots-là. Mais ne vous laissez pas influencer. Gardez votre... Je vais donner la parole au docteur Stéphane Henriette, qui est vraiment moteur dans toute cette action-là. Alors bonsoir à tous. J'ai pris quelques notes au fur et à mesure. Et je voulais dire que j'ai beaucoup appris ce soir. Et ça rejoignait un petit peu la façon dont j'avais appris la psychiatrie. Parce que je m'étais toujours dit que la psychiatrie, c'était d'abord les patients qui me l'avaient enseigné, puis ensuite les équipes. Donc voilà. Alors dans les phrases qui m'ont... Et puis après, on passera au moment partagé ensemble. Donc moi, j'ai noté, le plan de crise conjoint, c'est aussi apprendre à se connaître. J'ai noté, ça nous décale. En tant que soignant, ça nous apprend. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'idée forte de respecter les droits des personnes. C'est un outil d'échange convivial, naturellement. On papote beaucoup en psychiatrie. Ça, c'est bien. Du recul sur ces choses par rapport à certains troubles. Expliquer pleinement à ses proches. C'est du soin. J'ai noté, alors il n'a pas été retenu sur le nuage de mots, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais noté « on », peut-être parce qu'il y avait que 2 lettres. Évolutif, et puis on construit là-dessus. Voilà, et ben merci à tous. Moi, je voulais tous vous remercier vraiment. Merci, merci aux personnes concernées avant tout, merci aux collègues, merci à l'institution, voilà, aux équipes, parce que c'est une belle aventure. Bravo, voilà. Merci à tous.